Eh ben, bonsoir à tous. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Dominique, chercheur. Je cherche à essayer de parler bien dans le micro parce que on fait un essai là. Aujourd'hui, on va enregistrer, ça sera disponible en streaming après. Donc, je m'appelle Dominique, je suis chercheur au lab. Je travaille sur un projet de cosmologie qui s'appelle l'Observatoire des rares villes. Je vous dirai quelques mots à la fin de cette présentation. Donc, hésitez pour la présentation, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des choses qui ne vous paraissent pas claires ou autres. Vous pouvez m'interrompre, il n'y a aucun problème. Ça va pas me fâcher. Au contraire, si on peut faire quelque chose d'un petit peu interactif, c'est pas plus mal. Donc, je vais vous parler de cosmologie, du Big Bang jusqu'à aujourd'hui, et vous allez voir, on va se balader dans l'espace et dans le temps, et je vais essayer de faire en sorte qu'on ne se perde pas trop dans l'espace et dans le temps. Vous allez voir, par moments, on se tord pas mal les méninges, mais c'est normal. Voilà, donc la cosmologie, est-ce que, pour vous, c'est quoi la cosmologie? Enfin, la spec, d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est pour vous la cosmologie? Dites-moi. L'étude de l'espace, ouais, de l'univers, et toi? L'étude de l'évolution de l'univers, t'as bien lu? Non, c'est très bien. Effectivement, c'est ça. Il y a vraiment dans la cosmologie, il y a bien la notion d'évolution de l'univers. C'est-à-dire, en fait, c'est comment l'observation du cosmos tel qu'il nous apparaît aujourd'hui permet de trouver des indices sur son passé. Et donc, de comprendre comment il est passé d'un moment à un autre au cours de son évolution. Donc, en gros, si vous voulez, on peut voir ça comme ça. On peut se dire, on observe le ciel, on voit des étoiles, on voit une jolie voie lactée au-dessus de, je ne sais plus quelle montagne c'est, en Haute-Savoie en tout cas. Et à partir des observations qu'on fait là, comment est-ce qu'on en déduit quelque chose comme ça, qui va être une représentation de l'évolution de l'univers depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui? Alors, je ne vais pas aller plus dans le détail sur ce graphe-là. On va voir, en fait, cette conférence elle va vous montrer comment on construit ça et comment, avec différents indices sur ce qu'on observe, est-ce qu'on arrive à reconstituer cette histoire. Alors, la clé de la cosmologie, si ça n'existait pas, il n'y aurait pas de cosmologie. On ne pourrait pas reconstituer l'histoire de l'univers. La clé, c'est la vitesse de la lumière qui est finie. Alors, la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. Ça peut paraître beaucoup, 300 000 km par seconde, vous vous dites ça va vite. En fait, ça dépend un peu de quel point de vue on se place. Il faut quand même réaliser que la lumière parcourt 1 mètre en 1 milliardième de seconde. 1 milliardième de seconde, c'est pas beaucoup, mais c'est quelque chose qu'on sait mesurer. Avec des instruments, même pas très sophistiqués, on arrive à mesurer sans problème des temps avec des précisions de l'ordre du milliardième de seconde. Donc, la clé, c'est qu'avec cette vitesse de la lumière, vu qu'elle est finie, plus on va regarder loin et plus on va regarder dans le passé. Puisque quelque chose qui, à un moment donné, va émettre de la lumière va mettre un certain temps en ayant enregistré l'information de départ. Et quand on va l'observer, eh bien, on va observer cet objet-là tel qu'il était dans le passé. Donc, si on regarde, par exemple, cette photo de Jupiter ici, en fait, quand on l'observe avec un télescope, on voit Jupiter tel qu'elle était il y a 43 minutes. Il faut 43 minutes à la lumière pour venir de Jupiter jusqu'à nous. Et la cosmologie, ça va être exactement ça, sauf qu'on va regarder évidemment pas Jupiter, on va regarder beaucoup plus loin que ça, on va regarder ça à d'autres échelles. Alors justement, en parlant d'échelle, ça me semble important de pouvoir un peu préciser de quoi on parle. Et vous allez voir, en fait, je vais vous parler très très souvent au cours de la conférence, je vais souvent vous dire qu'on change d'échelle. On regarde l'univers à des échelles plus ou moins grandes. Alors, notre échelle à nous, la Terre, 13 000 km de diamètre, si jamais il y a une bêtise, n'hésitez pas à me le dire. Je suis très étourdi. Si vous voyez une connerie, dites-le. Donc, diamètre de la Terre, 13 000 km. Ça, c'est sur notre échelle de vie courante. Les dimensions avec lesquelles on travaille, dans la dimension de votre maison.
100, 200 carrés, je ne sais pas, le terrain. Oui. Non. Ah non, 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 c'est 6200 et quelques kilomètres de rayon. Alors, tu parles de circonférence, vous parlez de circonférence. Voilà. Dans le diamètre, 13 000 kilomètres. La distance entre la Terre et le Soleil, 150 millions de kilomètres. Ça commence déjà à faire beaucoup plus. La distance du Soleil à Neptune, la dernière planète du système solaire, bon, ça varie en fonction de la période de l'orbite, mais bon, en gros, c'est 4,5 milliards de kilomètres. La sonde Voyager 1, qui est l'objet humain qu'on a réussi à envoyer le plus loin dans l'espace, est actuellement à 24 milliards de kilomètres de la Terre. Et je crois qu'il faut, on va faire le calcul de la vitesse de la lumière, enfin, il faut une vingtaine d'heures, je pense, pour que les informations qui sont envoyées par Voyager 1 nous arrivent jusqu'à la Terre. Alors, on continue notre voyage. Maintenant, on va être dans notre galaxie. Alors ça, c'est une représentation de notre galaxie que je la trouve très très moche, mais c'est celle-là qu'on trouve. Alors évidemment, personne n'a été la photographier notre galaxie, puisqu'il faudrait sortir de la galaxie pour le voir, mais enfin, ça doit ressembler à peu près à ça, et avec des quantités énormes d'étoiles, des milliards d'étoiles, et puis nous, notre système solaire qui se trouve quelque part dans un bras périphérique de la galaxie, totalement anodin et insignifiant. Donc notre galaxie, c'est 100 000 années-lumière de diamètre. Vous voyez, là, on change complètement d'échelle, on est vraiment à quelque chose qui est déjà beaucoup, beaucoup plus grand. Alors, 100 000 années-lumière de diamètre, si je ne me suis pas trompé d'une paire de zéros, ça fait ça en kilomètres. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est beaucoup plus grand. La galaxie d'Andromède, qui est la galaxie la plus proche de la Terre, la grosse galaxie la plus proche de la Terre, c'est vraiment notre voisine. D'ailleurs, notre galaxie et la galaxie d'Andromède vont, dans quelques millions d'années, centaines de millions d'années, se rentrer en collision l'une avec l'autre. Donc, c'est vraiment notre voisine. Et elle est déjà à 2,5 millions d'années-lumière. Donc, vous voyez tout de suite, là, le changement d'échelle entre 100 000 années-lumière pour le diamètre de notre galaxie et 2,5 millions d'années-lumière pour la galaxie qui est la plus proche. Et puis, si on va encore un peu plus loin, il y a un amas de galaxies qui est relativement proche de chez nous, qui s'appelle l'amas Coma, dans la chevelure de Bérénice, et qui est à 300 millions d'années-lumière. Il fait à peu près 20 millions d'années-lumière de diamètre. Il est composé d'un millier de galaxies, et sa masse, c'est 10 puissance 14, donc un 1 suivi de 14 zéros, 10 puissance 14 fois, 7 10 puissance 14 fois la masse de notre Soleil. Donc, vous voyez, on est vraiment dans des chiffres qui sont complètement vertigineux. On passe de notre système solaire avec notre Soleil, donc qui pèse une fois le Soleil, par définition, à quelque chose qui fait 300 millions d'années-lumière, qui fait 20 millions d'années-lumière de diamètre, et pour lequel il y a des milliers de galaxies, des milliards d'étoiles, et qui pèse vraiment, qui a une masse absolument colossale. Alors, de manière à pouvoir faire de la cosmologie, on a besoin de la vitesse de la lumière qui soit finie, mais même si la vitesse de la lumière est finie, on a besoin de quelque chose d'important, c'est une façon de mesurer des distances. Alors, je vous ai dit, plus on vous regarde loin, plus on regarde dans le passé. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que, si on veut mesurer à combien de temps dans le passé on regarde, il va falloir qu'on ait une mesure de la distance. Et ça, c'est pas facile. Alors, si vous regardez le ciel la nuit, vous allez regarder des étoiles, vous n'avez aucun moyen de savoir si une étoile est proche ou si elle est loin de vous. Vous pouvez vous dire, bon, bah, ça, c'est une étoile qui brille beaucoup, elle va être proche. En fait, non. On peut avoir une étoile, par exemple, comme Sirius, qui va être une étoile extrêmement brillante dans le ciel, mais elle est très brillante, pas forcément parce qu'elle est proche, c'est surtout parce qu'elle est beaucoup plus passive que le Soleil. Donc, on n'a pas de moyen simple de savoir si une étoile est proche ou lointaine. Et c'est pareil pour une galaxie, on ne sait pas si elle est proche, si elle est lointaine.
Alors pour ça, on va utiliser des corps célestes pour lesquels on connaît la luminosité absolue. Et on va se servir de ça comme pour faire ce qu'on appelle des chandelles standards. Donc on a un corps céleste pour lequel on connaît la luminosité. On compare par rapport à la luminosité apparente, c'est-à-dire la luminosité que l'on reçoit sur Terre. Et en comparant les deux, on peut facilement, à partir de notions de physique vraiment de base, en déduire une distance. Donc vous imaginez par exemple, vous avez une bougie, donc une bougie qui a une certaine luminosité. Pour les bougies, c'est quelque chose qui est assez standard au niveau de la luminosité. Vous la mettez à un bout de la pièce, vous connaissez la lumière qu'elle émet si vous êtes tout près de la bougie. Vous vous éloignez à l'autre bout de la pièce, vous utilisez un appareillage quelconque, vous mesurez la luminosité que vous recevez de la bougie, vous comparez la luminosité reçue avec la luminosité émise, et vous en déduisez la distance. Donc le principe, vous voyez, il est extrêmement simple. Là, c'est pas quelque chose de très sophistiqué. Oui? Comment on la connaît? Alors ça dépend de la chandelle. Par exemple, une bougie, c'était d'ailleurs une unité je crois que c'est même d'ailleurs toujours une unité de luminosité officielle. C'est-à-dire une bougie, on sait que ça émet tant de photons en moyenne. C'est pas très précis, hein. On va avoir une bougie qui peut faire un petit peu plus que d'autres. Enfin, à peu près, ça émet une certaine quantité de lumière. Alors, quand on fait de l'astronomie, de l'astrophysique, bien entendu, on utilise des systèmes qui sont beaucoup plus précis, beaucoup mieux étalonnés qu'une simple bougie qui peut varier. Mais c'est ça l'idée. Vous allez voir comment on s'y prend dans le ciel. Alors, une des premières chandelles standards qui a été utilisée, c'est un certain type d'étoiles variables qui s'appellent les céphéides. Alors, les céphéides, ils ont été étudiés en long et en large et en travers par cette dame, Henrietta Swan-Leavitt, dans les années 1910-1920. Et Henrietta Swan-Leavitt s'est rendu compte que la période de variation de la luminosité des céphéides, c'est-à-dire les céphéides, elles varient régulièrement. Un coup, elles sont brillantes, un coup, elles sont moins brillantes, un coup, elles sont brillantes, un coup, elles sont moins brillantes. Donc, la période de variation, elle est reliée à leur luminosité absolue. Elle a réussi à démontrer ça. Donc ça, c'est super parce que ça veut dire qu'on tient notre chandelle standard et qu'on est capable, a priori, de faire des mesures de distance. Donc si on connaît la luminosité absolue de la céphéide, eh bien, on va pouvoir mesurer la luminosité reçue sur Terre et en comparant les deux, on va avoir une mesure de distance. Alors celui qui a vraiment établi la façon de mesurer les distances à partir de céphéides, c'est Arlo Chapley, qui, dans la même période que Henrietta Leavitt, a fait ces mesures-là. Premier résultat, puisqu'on a été capable d'identifier des céphéides dans la galaxie d'Andromède, on a pu en déduire que ce qu'on appelait à l'époque la nébuleuse d'Andromède, parce qu'on ne savait pas ce que c'était, on voyait quelque chose de nébuleux dans le ciel, mais on n'avait pas identifié que c'était une galaxie. On a pu identifier que cette nébuleuse d'Andromède se situe en dehors de notre galaxie. C'est-à-dire que quand on a fait la mesure de distance, on s'est rendu compte que c'était tellement loin qu'en fait c'était bien plus loin que toutes les étoiles qu'on connaissait dans notre galaxie et que c'était forcément une galaxie, une autre galaxie. Donc ça a été une première révolution dans notre conception de l'univers. Si vous voulez, jusque dans les années 1910-1920, eh bien, notre univers, c'était la galaxie. Donc vous vous rappelez l'échelle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'était quelque chose de relativement petit, 100 à 200 000 années-lumière de diamètre. Et on pensait que ça, c'était tout l'univers qui était contenu là-dedans. Et là, boum, on découvre quelque chose qui se trouve à, combien j'ai dit, 2,5 millions d'années-lumière. Donc c'est vraiment une révolution. Ça n'a pas été accepté tout de suite. Il y a eu tout un débat scientifique autour de ça pour savoir si les mesures qui ont été faites étaient correctes ou ne l'étaient pas. Et si ça a heurté vraiment les gens, le fait qu'il y ait des objets dans le ciel qui soient en dehors de notre galaxie, ça a heurté le sens commun.
Donc, ça a mis du temps à s'imposer, mais évidemment, au bout d'un certain temps, ça finit par être accepté par la communauté scientifique. Donc, mesures de distance qui, à partir de chandelles standards, et qui permettent de voir que la galaxie d'Andromède est une autre galaxie et que ce n'est pas un objet de notre galaxie. Le deuxième point important pour arriver à faire de la cosmologie, vous allez voir pourquoi juste après, ça va être la capacité qu'on a d'analyser la lumière des astres. Alors pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle la spectroscopie. Alors le principe de base de la spectroscopie est simple, ça c'est connu depuis Newton en gros. Donc avec un milieu disperseur, et si dans ce cas-là c'est un prisme, dans les spectromètres professionnels ça va être autre chose que des prismes, on va être capable de prendre un faisceau de lumière incidente, ici un faisceau de lumière blanche. On peut imaginer que cette lumière provienne d'une étoile, et on va disperser cette lumière pour en faire un spectre. Alors, spectre, c'est un nom savant pour dire arc-en-ciel, en gros. Et on va disperser cette lumière. Donc, d'un côté, on va avoir du rouge, on va passer par le jaune, le vert, jusqu'au violet, éventuellement de l'infrarouge de ce côté-là, de l'ultraviolet de ce côté-là. Et quand on analyse la lumière qui traverse certains éléments chimiques, eh bien, on se rend compte qu'on va avoir des raies. C'est-à-dire qu'on va avoir notre spectre, notre arc-en-ciel, qui va être traversé par un certain nombre de raies. Ça correspond au fait que certains éléments chimiques vont avoir la capacité d'absorber certaines longueurs d'onde de la lumière. Et la position de ces raies est très caractéristique de l'élément. Donc là, par exemple, si vous regardez ici, l'hydrogène, il va donner ces raies-là. Alors en particulier, celle-ci, elle est très très caractéristique aux alentours de 680 nanomètres, je crois. Il y a une raie qui s'appelle la raie H-alpha, qui est vraiment très spécifique. Alors pareil pour le sodium, hein, un spécialiste, quand il regarde un spectre et qu'il voit ces deux raies-là, il dit toc, ça c'est du sodium. Bien connu. Alors le lithium, voilà, c'est comme ça. Et puis l'hélium, alors là, ça c'est assez marrant parce que l'hélium, c'est un élément qui a été découvert parce que quelqu'un a observé un spectre sur le Soleil et s'est rendu compte qu'il y avait ces raies-là qu'il ne connaissait pas. Donc, il en a déduit que dans le Soleil, il y avait un élément qui n'était pas connu sur Terre, qu'il a appelé hélium, parce que hélios, le Soleil. Donc, c'est vraiment la spectroscopie qui a permis de découvrir cet élément. Alors, quand on regarde les spectres de différentes étoiles, ça c'est différentes catégories d'étoiles qui sont plus ou moins grosses, plus ou moins chaudes, avec un degré d'évolution différent au cours de leur existence, eh bien, on peut observer un certain nombre de raies. Donc, vous voyez cette fameuse raie H-alpha, l'hydrogène, on la reconnaît tout de suite, elle est bien marquée, elle est ici. Et puis là, vous allez voir, si on s'amuse, doit y avoir le doublé du sodium qui est ici, je ne sais pas si vous voyez bien depuis la salle, etc. Donc, on a la capacité, en faisant passer la lumière des astres dans un spectromètre, on a la capacité d'analyser sa composition. Ça, c'est un truc quand même assez fantastique. C'est-à-dire que ça vous permet, vous regardez une étoile, vous analysez la lumière et vous savez de quoi c'est composé. Alors, en plus de ça, il y a un phénomène donc, qui a été étudié dans les années, au début des années 1900, vers 1912, principalement par ce monsieur, la Vesto Slipher, qui est en train d'observer, là vous le voyez, qui est en train d'observer dans un spectromètre, cet objet-là c'est un spectromètre, un milieu disperseur, il est en train d'observer la lumière des étoiles. Et là il se rend compte que quand il observe certaines galaxies, en fait la plupart des galaxies, eh bien il voit bien les raies en question, notamment là vous voyez, là, on va reprendre cette raie de l'hydrogène qui est ici, mais il y a quand même un problème, c'est que ces raies elles sont décalées. Elles ne sont pas là où elles devraient être. Et ce décalage, pour la plupart des galaxies, alors si vous regardez Andromède, par exemple, ça va plutôt être décalé vers le bleu, pour les galaxies qui sont proches de nous, parce qu'elles se rapprochent de nous. Mais pour la plupart des galaxies lointaines, c'est décalé vers le rouge, et ça, c'est interprété comme une vitesse d'éloignement par rapport à l'observateur. Alors, pourquoi une vitesse d'éloignement par l'observateur ? Je vais vous donner une analogie. Alors, ce n'est pas exactement le même phénomène physique,
Mais ça marche pareil. Quand vous faites flasher par un radar, eh bien, le radar utilise exactement cette technique-là. On envoie une onde sur votre voiture. Cette onde est émise avec une longueur d'onde bien précise, et on regarde l'onde réfléchie et on regarde de combien elle est décalée. Si elle est décalée vers le rouge, la voiture s'éloigne. Si elle est décalée vers le bleu, la voiture se rapproche. Enfin, toujours est-il que dans un cas comme dans l'autre, vous prenez une traînée. C'est le même principe. Alors, en cosmologie, l'origine est un peu différente, mais ça revient exactement. Donc voilà, on a nos deux outils. On a quelque chose qui nous permet de mesurer les distances à partir des chandelles standards, et deux, on a un moyen de mesurer une vitesse d'éloignement des objets par rapport à nous. Et ça va amener vraiment à un tournant dans la conception de l'univers. Et c'est pas simple, parce que en fait, ça fait intervenir les vitesses d'éloignement des galaxies, les mesures de distance et tout un tas de gens. Alors, les mesures de distance, on a vu là, les deux personnes principales là-dedans, c'est Henrietta Swan-Leavitt et Arlo Shapley. Et sur les vitesses d'éloignement des galaxies, il y a Edwin Hubble, dont vous avez sans doute entendu parler au moins via le télescope spatial Hubble. Georges Lemaître, qui lui était plutôt plus un théoricien, et lui c'était un homme d'église, c'était un abbé. Et Milton Humason, alors lui il a une histoire assez intéressante. Il travaillait dans le même observatoire que Hubble, mais il n'était pas du tout scientifique. Lui, il s'occupait des mules. Donc, pour monter le matériel à l'observatoire, tout ça se faisait à dos de mule. Il s'occupait des mules, il était muletier. Et l'histoire dit, bon, c'est de la petite histoire, je ne sais pas à quelle fraction est vraie, mais l'histoire dit qu'il se plaisait vraiment beaucoup dans cet environnement-là. Et il a commencé à travailler avec Hubble pour regarder les plaques photographiques. Et puis, il a aidé Hubble à faire ses mesures. Et puis finalement, il est devenu astronome en titre de l'observatoire. Et à ma connaissance, c'est le seul astronome qui a eu le titre d'astronome, mais qui n'a jamais passé de thèse. Vous voyez comme quoi. Et donc, ces trois personnes-là, bon, il y en a d'autres aussi, hein. C'est toujours difficile de donner des individus comme ça. Ces trois personnes-là ont travaillé avec les mesures de distance. Et en 1929, on s'est rendu compte que plus les galaxies sont lointaines et plus elles s'éloignent rapidement. Donc, mesure de distance, mesure de vitesse d'éloignement, on met les deux ensemble et on est capable d'en tirer une relation toute simple, une relation linéaire. C'est-à-dire vitesse d'éloignement est égale à la distance multipliée par une constante qu'on appelle la constante de Hubble. Et ça, c'est la loi de Hubble-Lemaître. On appelait loi de Hubble il y a peu. C'est devenu la loi de Hubble-Lemaître parce qu'on s'est rendu compte que Lemaître avait publié ça avant Hubble, mais lui, il avait publié en allemand et la publication n'a pas eu le même impact, le même retentissement que la publication en anglais. Donc, ça a été rattrapé après, c'est devenu la loi de Hubble. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'univers est en expansion. Ça veut dire que les galaxies semblent s'éloigner de nous et que l'univers est en expansion. Et ça avait été théorisé avant par William de Sitter dès 1917 à partir de l'interprétation de la relativité générale. Ça, je vais vous en parler après. Donc, l'univers est en expansion. Alors là, c'est pareil, grosse controverse. Non, c'est pas possible, on sait bien que l'univers est statique, on voit bien que l'univers ne bouge pas, etc. Vous pouvez imaginer la controverse et la discussion scientifique qu'il y a eu. Même Hubble, au départ, il n'y croyait pas. Il disait, l'univers, il est statique, c'est pas possible, il doit y avoir un problème de mesure ou autre, ou un problème d'interprétation, l'univers est statique. Mais petit à petit, bon, ça c'est pareil, avec ce que je vous disais tout à l'heure, pour la galaxie d'Andromède, eh bien, cette évidence-là s'est imposée, et donc l'univers est en expansion. Mais ça pose un autre problème. C'est-à-dire que si l'univers est en expansion, on peut, par la pensée, dire j'arrête l'expansion de l'univers et je remonte le temps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pardon? Ça veut dire qu'il y a alors une origine dans le temps.
Euh, et, euh, et donc, ça veut dire que si j'inverse l'expansion, eh bien, je remonte le temps et l'univers se contracte, jusqu'à un moment, un point de départ. Ça fait une origine. Ah, ça, c'est donc, vous voyez que ça, c'est vraiment dans la conception de l'univers, où on passe à un univers qui est extrêmement grand, donc qui est composé avec des tas de galaxies, et cet univers, en plus, il est en expansion et il a commencé avec un Big Bang. Alors, Big Bang, voilà, la conception qu'on a de manière naturelle du Big Bang est souvent extrêmement fausse. C'est-à-dire, on imagine le Big Bang comme étant une explosion dont on sait pas, de quelque chose on ne sait pas ce que c'est, qui s'est produit dans on ne sait pas quoi. Alors, c'est à peu près ça, en gros. Alors, en fait, non. Le Big Bang, il s'est produit partout à la fois, en même temps et partout à la fois. Et peut-être dans un univers qui était déjà de dimension infinie. Là, vous allez voir, on va commencer à se poser un petit peu la tête. Alors, pour vous faire une représentation de ça, imaginez que vous faites un cake. Donc, vous avez votre pâte, vous faites votre pâte qui est bien dense, là, bien compacte, qui va correspondre à l'état de notre univers au moment du Big Bang, c'est-à-dire quelque chose qui est extrêmement dense. Dedans, vous mettez des fruits confits, et puis vous mettez ça au four. Si vous avez mis de la levure, et ben, vous allez voir que le cake il va gonfler. Et là, qu'est-ce qui se passe? Imaginez que vous êtes sur le raisin, là, ou la grosse cerise rouge. Et que vous regardez autour de vous, qu'est-ce que vous allez voir au cours de la cuisson de votre cake? Hein? Les fruits vont s'éloigner, exactement, ouais. Donc, on va voir que tous les fruits qui sont autour, tous les raisins, ben, ils s'éloignent de la cerise rouge. Et plus le cake va gonfler, et plus les raisins qui sont autour vont s'éloigner vite. D'accord? Vous voyez l'analogie par rapport au Big Bang? Mais ce qui est drôle, c'est que vous pouvez dire, bah, ça c'est particulier à la cerise rouge. Mais si vous êtes sur le petit raisin qui est là, et que vous faites la même observation, qu'est-ce que vous allez voir? Eh ben, que tout ce qui est autour de vous s'éloigne aussi, que plus c'est loin, plus ça s'éloigne vite. Bah, le Big Bang, vous voyez, alors l'analogie s'arrête là. Hein, on ne vit pas dans un quête géant. C'est pas du tout l'idée. Mais l'analogie, elle est quand même pas si mal que ça. C'est-à-dire que le Big Bang, eh bien, c'est tout l'univers qui est en expansion et qui grossit de partout à la fois. Et autre chose aussi, c'est que les grains de raisin et les cerises, ils ne s'éloignent pas vraiment les uns des autres parce qu'ils sont animés par une vitesse. Ils s'éloignent les uns et les autres parce qu'ils sont portés par la pâte. D'accord? Bah, dans le Big Bang, ça marche de la même manière. L'expansion de l'univers, ça va marcher de la même manière. C'est-à-dire que ce n'est pas les galaxies qui s'éloignent réellement les unes des autres, c'est l'univers lui-même qui se crée, l'espace-temps, si vous voulez, l'espace, on va simplifier, l'espace qui se crée au fur et à mesure de l'évolution. Donc, essayez faut du temps hein, pour comprendre ce genre de notion. C'est pas quelque chose d'immédiat, mais pensez-y, vous allez voir à un moment donné, vous avez le haha qui fait que les choses s'éclairent. Alors, l'âge de l'univers, 13,8 milliards d'années. La connaissance précise de l'âge de l'univers, c'est récent, oui. Ouais. Parce qu'elles sont proches. Si vous voulez, c'est pareil, si vous regardez la Lune, bon, elle s'éloigne un tout petit peu de nous, mais enfin ça c'est un détail, je dirais, on est lié par la gravitation. Tous les objets dans le cosmos qui sont proches, c'est la partie d'attraction de la gravitation qui va jouer. Par contre, si vous êtes à des échelles, encore une fois, on parle d'échelles différentes, des échelles beaucoup plus grandes, eh bien, dans ce cas-là, c'est l'expansion de l'univers qui va prendre le dessus. Si vous voulez, vous avez deux effets qui s'opposent, dont l'un est à petite distance et l'autre à grande distance. Donc là, oui, ouais, ouais.
Alors justement, là, il aurait fallu que je vous fasse un cake de dimension très très grande. En fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Ça peut très bien être infini. C'est-à-dire, on peut avoir, je vous donne la parole tout de suite, on peut très bien imaginer avoir quelque chose d'infini qui grossit. Mathématiquement, si vous voulez, ça a un sens. Même physiquement, ça a un sens. Ça grossit à l'intérieur de soi-même. Si vous voulez. D'accord? Ouais. C'était pas italien aussi. Vous l'avez vu quelque part? Ah oui, d'accord, ok. Ouais, ouais. Parce que là, c'est dans les dernières planches. Ouais. Alors, on va y venir. On va y venir. Ça, c'est la suite de la conférence. Là, on est dans les années 20, quoi. On est encore dans les années 20. Et ce dont vous me parlez, là, c'est la physique des années 2000. D'accord? Voilà. Donc, l'âge de l'univers, 13,8 milliards d'années. Mais l'univers, il grossit. Donc, ça veut dire, par exemple, ici, on a représenté deux galaxies. Cette galaxie-là, elle a émis de la lumière. La lumière se propage, mais au fur et à mesure que la lumière se propage, les deux galaxies de départ s'éloignent. C'est là qu'on va commencer à se faire des nœuds. Oui, pas forcément. Pas forcément. Il est possible, on va en parler aussi un petit peu plus loin dans l'exposé, mais il est possible que l'univers va se diluer à l'infini et que dans peut-être en 100 milliards, 1000 milliards d'années, l'univers sera complètement dilué. Bon, c'est un peu triste, enfin c'est loin. Donc, mon univers, il a 13,8 milliards d'années. Mais au fur et à mesure que la lumière se propage et qu'on reçoit l'information de ces 13,8 milliards d'années, l'univers grossit. Ça veut dire qu'actuellement, on voit des objets qui sont aujourd'hui à 46 milliards d'années-lumière. C'est-à-dire que pendant les 13,8 milliards d'années où le signal s'est propagé, où l'information s'est propagée, l'univers a grossi et on estime qu'il est aujourd'hui, la taille de l'univers visible est environ 46 milliards d'années-lumière. Ça donne de vertige. Ouais. En fait, avec toute la théorie de la cosmologie qui est derrière. Donc, je vais vous montrer les divers éléments qui vont faire à mesure. Oui. Rapide, ouais. Ouais. Ouais, il arrive un moment. Alors, en fait, on va les voir pendant très longtemps. On va les voir pendant très longtemps, mais elles vont assez rapidement devenir inatteignables. On va y revenir. La planche d'après va bien vous tordre les neurones. Donc, ça a mais je vais répondre à votre question. Ça a vraiment quelques conséquences assez curieuses. Prenons une galaxie pour laquelle la lumière a voyagé 10 milliards d'années. Donc, il y a un titre tranquille, 10 milliards d'années, on reçoit sa lumière, ça c'est quelque chose qui est relativement facile à mesurer avec un télescope moderne. Elle s'éloigne actuellement, aujourd'hui, pas à l'époque où elle a envoyé sa lumière, mais aujourd'hui, elle s'éloigne de nous à une vitesse plus grande que la vitesse de la lumière. Et là, vous vous dites, ça y est, je pars, il est fou. Et en fait, non, parce que, rappelez-vous, la galaxie ne s'éloigne pas parce qu'elle est animée d'une vitesse, ce qui auquel cas violerait la relativité, des principes de la relativité. Elle s'éloigne de nous parce que l'univers se crée entre deux. Donc, effectivement, cette galaxie s'éloigne de nous à une vitesse plus grande que la vitesse de la lumière. Alors là, 10 milliards d'années, j'ai pris un chiffre rond, c'est quasiment la limite. C'est-à-dire, ce qui est en dessous de 10 milliards d'années-lumière, ça s'éloigne de nous à peu près à une vitesse inférieure à la vitesse de la lumière. Et quand vous passez les 10 milliards d'années, ça va plus vite. Aujourd'hui, donc la lumière a voyagé 10 milliards d'années, mais aujourd'hui, elle se situe à 16 milliards d'années.
Parce que l'univers a grossi. Alors, plus étonnant, si je fais mon petit jeu de chandelle standard et que j'essaye de mesurer la distance à partir de sa luminosité, ben, je vais trouver qu'elle est à 44 milliards d'années-lumière. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est ce phénomène-là. Ici, il y a deux phénomènes. C'est l'univers qui grossit et en plus, la lumière qui se décale vers le rouge. Donc, on va tirer, si vous voulez, sur le spectre. Et le résultat de ça, ça va nous donner une distance qu'on appelle distance de luminosité de 44 milliards d'années-lumière. Par contre, sa dimension, la dimension angulaire de la galaxie, la dimension spatiale de la galaxie, elle correspond à celle d'une galaxie qui serait située à seulement 5,8 milliards d'années-lumière de nous. Donc, en gros, ça veut dire que quand on regarde de loin, on regarde des galaxies qui sont loin, on voit des galaxies qui sont très faibles, mais qui sont très grosses. Et ça, c'est vraiment, ça découle directement de l'expansion de l'univers. Alors, ce qu'on fait souvent, c'est que pour mesurer les distances, on utilise la mesure du décalage vers le rouge de son spectre pour caractériser son éloignement, et on mesure ça avec un facteur qu'on appelle habituellement Z. Et là, on trouve un Z qui est égal à 1,8, donc très fortement décalé vers le rouge. Et en fait, la cosmologie, qu'est-ce que c'est? La cosmologie, c'est faire la comparaison de ces différentes distances avec le décalage vers le rouge, et ça va permettre de caractériser l'expansion de l'univers. Donc, c'est vraiment le cœur de la cosmologie. Alors, pour répondre à votre question là, de tout à l'heure, 16 milliards d'années-lumière, ça veut dire que cette galaxie-là, elle est encore accessible. C'est-à-dire que si aujourd'hui, j'envoie un rayon lumineux extrêmement puissant vers cette galaxie, la galaxie va la recevoir à un moment donné. Bon, je n'ai pas en tête dans combien de temps, mais elle va le recevoir. Pardon. Par contre, si cette galaxie se situait aujourd'hui à 19 milliards, plus de 18 milliards d'années-lumière, il serait absolument impossible d'envoyer un signal vers cette galaxie. Il lui faudrait un temps infini pour lui parvenir. Voilà. Non, pas seulement. Oui, parce qu'elle s'éloigne plus vite que la vitesse de la lumière. Donc, il y a toute une partie de l'univers qui est visible actuellement et qui est déjà inaccessible. Ouais. Et il va arriver un moment, oui. Ouais. Tout à fait. Ouais, exactement. Donc voilà, donc il y a pas mal de petits paradoxes, enfin de paradoxes apparents comme ça merci, qui apparaissent et qui sont assez intéressants à regarder de près. Alors étape d'après, on vient un tout petit peu en arrière. Vous voyez, c'est un peu dans les mêmes périodes. On était dans les années 20. Là, je reviens un peu en arrière à 1915. Il y a ce monsieur que je ne présente pas qui publie les équations de la relativité, la théorie de la relativité générale. Alors, la relativité générale, en fait, c'est une théorie de la gravitation. On va avoir besoin de la relativité générale pour construire une théorie qui va nous permettre de décrire notre évolution de l'univers. Et donc, c'est une théorie de la gravitation. Et en gros, c'est une théorie géométrique de la gravitation. Donc, la gravitation, dans la relativité générale, c'est la manifestation d'une courbure de l'espace-temps. Donc, vous imaginez l'espace-temps, enfin, vous imaginez l'espace, on va oublier le temps, encore une fois, pour simplifier les choses. Vous imaginez l'espace, peut-être que si vous avez visité Autopia, vous avez vu une espèce de grande toile élastique qui est une façon de représenter l'espace. Et quand une masse est posée sur cette toile, sur cette structure de l'espace-temps lui-même va se déformer, et c'est ça qui va provoquer la gravitation. Donc, vous imaginez par exemple que vous avez une grosse boule de billard qui est sur cette toile-là. Vous envoyez une balle de ping-pong ou une bille, eh bien, elle va être sensible à la déformation de la toile et elle va se mettre en orbite autour de la grosse boule. D'accord? Et ça, ce phénomène-là, il a été confirmé expérimentalement dès 1919
en observant, à l'occasion d'une éclipse de soleil, en observant une étoile, donc une étoile qui avait été repérée préalablement, on savait où se trouvait cette étoile, et au moment de l'éclipse de soleil, on a visé cette étoile qui se trouvait être très proche de la direction dans laquelle était le soleil, et on a vu qu'elle était décalée. Et les mesures de décalage étaient en bon accord avec les prédictions de la relativité générale. Donc, avec cette équation de la relativité générale, avec cette théorie de la relativité générale, on a une théorie de la gravitation qui va nous permettre de modéliser l'évolution du l'univers. Alors là, petite chose amusante, c'est que quand Einstein a écrit son équation, la première version, il n'y avait pas ce terme-là. Lambda G mu nu, il n'existait pas. Et Einstein, quand il a regardé ça, il a dit il y a un problème. Alors bon, pour vous, ça ne vous saute pas aux yeux. Moi non plus, hein, je ne suis pas théoricien, ça ne me saute pas aux yeux. Mais quand vous regardez cette équation-là, vous voyez qu'il y a un problème, c'est que l'univers est en expansion. Or, on est en 1915. Donc pour Einstein, à ce moment-là, l'univers est statique. Donc il dit il y a un problème. Bon, qu'à ça ne vienne, je rajoute lambda G mu nu et je stabilise l'univers. Facile. Voilà. Et puis, après, Hubble et compagnie découvrent que l'univers est en expansion. Et là, Einstein dit ah zut, j'ai fait une bêtise. Hein. Donc, il enlève le lambda G mu nu. Et aujourd'hui, depuis, on a découvert, c'est vous qui en parliez tout à l'heure, l'existence de l'énergie noire, et on a remis une constante, ce qu'on appelle la constante cosmologique. On a rajouté une constante cosmologique pour rendre compte non pas de la stabilisation de l'univers, mais au contraire de son expansion accélérée. Il suffisait de changer les signes. Facile. Ouais. Voilà. Alors après, l'étape d'après, on attend quand même quelques années, c'est on ne voit pas tout. En fait, si vous essayez de construire une théorie cosmologique à partir des éléments que je vous ai donnés jusque-là, il y a un problème, c'est que ça ne marche pas. Donc on ne voit pas tout, et ça a été entrevu par ce monsieur qui s'appelle Fritz Zwicky dans les années 30. Alors Fritz Zwicky est un personnage assez étonnant. C'est vrai qu'il était quand même un peu bizarre et pas très sympathique. Mais c'était quelqu'un qui était extrêmement brillant. Donc, 1933, on savait ce que c'était que les galaxies, il avait des mesures de décalage vers le rouge des galaxies, il savait mesurer les vitesses propres des galaxies à l'intérieur des amas de galaxies, donc des grosses concentrations de galaxies qui sont liées ensemble par la gravitation. Et là, il fait un petit calcul. Alors ça, vous pouvez vous amuser, c'est une traduction. Alors, il a publié en allemand, je crois, et ça, c'est une traduction en anglais. Si vous lisez l'anglais, mais c'est pas très compliqué à comprendre. Et il fait un truc assez génial. C'est-à-dire que d'un côté, il dit, bon ben voilà, les galaxies, il y en a tant. Il regarde cet amas de galaxies qui s'appelle l'amas Coma. Il dit, il y a tant de galaxies. Dans une galaxie, en gros, il y a tant d'étoiles. Chaque étoile pèse tant, etc. Donc à partir de la luminosité de l'amas Coma, je peux estimer une masse. Bon, à la louche, hein, il y a peut-être un gros facteur 3, un facteur 10, ou éventuellement, je ne sais pas. Enfin, il fait cette estimation-là. Et puis, il utilise les données spectroscopiques et il regarde la dispersion des vitesses des galaxies à l'intérieur de l'amas. Et à partir de là, il utilise un théorème qu'on appelle le théorème du Viriel, qui est un théorème relativement simple, hein, mais qui est extrêmement puissant, et qui permet de faire une mesure de la masse du système, mais une mesure dynamique, c'est-à-dire basée sur les vitesses, les déplacements des galaxies à l'intérieur de l'amas. Et là, il se rend compte que ça ne colle pas. Mais ça ne colle pas, il y a un facteur 400, quelque chose comme ça. Et là, il écrit ça dans cette publication, mais ce n'est pas l'objet principal de la publication. Lui, pour cette publication-là, il voulait remesurer la loi de Hubble. Mais il écrit une annexe, il dit, au fait, je me suis amusé, j'ai fait ça, c'est à peu près rédigé comme ça, hein, j'ai fait ça, voilà mes hypothèses, je trouve qu'il y a un facteur 400, il y a peut-être de la masse cachée. Bon, voilà. Puis on en reste là. Alors il faut dire que je vous ai dit, il était un peu spécial, il avait des fois des idées très très bizarres. Et en plus, vis-à-vis de ses collègues, il n'était pas très agréable. Donc il est connu pour avoir qualifié ses collègues de spherical bastard.
C'est-à-dire que c'était des bastards, on va le dire de manière gentille, que c'était des crétins. C'était des crétins sphériques, parce que quel que soit l'angle sous lequel vous les regardiez, c'était quand même des crétins. Eh bien, je pense sincèrement que ce comportement, pour le moins curieux, a fait perdre quand même une bonne vingtaine d'années à la science. Et il a fallu attendre 1970 avec Vera Rubin, qui a fait des mesures extrêmement précises de la vitesse de rotation des galaxies, des étoiles dans les galaxies, et qui a tracé cette courbe, donc de vitesse de rotation des étoiles dans les galaxies en fonction de la distance par rapport au centre. Si ça suivait les lois de Newton et qu'il n'y ait que de la masse visible, que la masse associée à ce qui est brillant dans la galaxie, on devrait voir une courbe comme celle-ci. Et elle, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un truc qui est plat. Vous voyez, c'est pas rien. La différence entre les deux, je n'ai pas mis d'échelle, c'est juste pour vous montrer l'idée, mais la différence entre les deux, elle est énorme. Et ça, pour comprendre ça, il faut faire l'hypothèse d'un halo de matière invisible, on va appeler ça aussi la matière noire, on a vu improprement appelé, de matière invisible qui entoure les galaxies et qui contient l'essentiel de la masse. Donc là, on a un nouvel ingrédient en fait dans l'univers qui est composé de cette matière noire. Et ça va permettre de construire un modèle cosmologique qui ne marche pas si mal que ça et qui va être valable jusqu'à la découverte de l'énergie noire, c'est-à-dire jusqu'en 1990. On a des petites idées avant qu'il y a quand même des petits problèmes. Alors les petits problèmes en particulier, c'est que si on construit un modèle cosmologique à partir de ça, on a un peu des problèmes pour déterminer l'âge de l'univers, par exemple. Donc il y avait des mesures de l'âge de l'univers et on trouvait que l'âge de l'univers était plus récent que l'âge de la Terre. Vous voyez ce genre de petits problèmes qu'on peut avoir. Bon, les astrophysiciens travaillent avec des ordres de grandeur, donc on ne s'effraie pas plus que ça, mais il y a quand même le signe qu'il y a un problème quelque part. Alors la matière noire et le fait qu'on ait la théorie de la relativité générale, ça peut donner des choses très très jolies, et c'est aussi pour vous montrer qu'on en voit les effets. Ici, ce sont des images. Alors, ici, vous avez un amas de galaxies qui contient beaucoup de matière et encore plus de matière noire. Et les arcs que vous voyez ici, ce sont des galaxies qui sont en arrière-plan de l'amas et dont la lumière et les rayons lumineux qui proviennent de ces galaxies en arrière-plan sont déformés par la masse. Vous vous rappelez le petit schéma pour la relativité générale, sont complètement déformés et ça fait ces jolis arcs qui sont autour. De même, ici, ça c'est une galaxie et il se trouve qu'il y a une autre galaxie qui est pile poil dans l'axe de visée. Et donc, vous voyez ici la galaxie qui est derrière, qui apparaît comme étant un anneau presque parfait. Donc, la galaxie qui est derrière est complètement déformée et en plus, elle est amplifiée. Et là, ça, c'est ce qu'on appelle une croix d'Einstein. Toujours pareil, on a une galaxie qui est là. Derrière, il y a ce qu'on appelle un quasar, c'est-à-dire c'est un noyau de galaxie active, c'est-à-dire en gros un trou noir qui pousse de la matière, on va plus savoir où la mettre, et qui émet énormément dans ce processus-là, il y a une émission de lumière qui est colossale. Et là, vous voyez le quasar qui apparaît 4 fois. Ça peut même être encore plus fort que ça. Si vous regardez une explosion d'étoiles, par exemple une supernova, je vais vous parler des supernovas un petit peu plus tard, vous regardez l'explosion d'une supernova, si vous avez la chance qu'elle soit derrière une grosse accumulation de matière noire, bien vous allez voir la supernova qui s'allume, et puis vous allez voir la même supernova qui va se rallumer 3 semaines plus tard. Et éventuellement, encore un peu plus tard, une troisième fois. Et c'est simplement parce que les rayons lumineux ont suivi des chemins différents, ça va faire qu'il va y avoir un décalage de l'apparition de la supernova dans l'espace et dans le temps. Et ça a été vu, ça marche. Et quand vous faites ça, si vous faites une analyse précise de ces arcs ici, vous arrivez à reconstruire la masse invisible, donc vous arrivez à mettre en évidence la matière noire. On se pour essayer de vous prouver, si vous voulez, pour vous donner des éléments, pour vous indiquer que cette masse invisible, cette matière cachée, elle existe vraiment. Ou quelque chose qui lui ressemble quand même fortement. Ça va?
Ouais. Alors non, non, là, en fait, ça, je m'étais amusé à rechercher parce que quand ça a été observé, les gens qui ont observé ça pour la première fois n'avaient aucune idée de ce que c'est. Et les interprétations sont absolument tordantes à lire maintenant, on sait ce que c'est, mais à l'époque, on n'avait vraiment aucune idée. Donc non, en fait, ça colle pas. Ça colle pas, c'est pas quelque chose qui se déplace, c'est pas quelque chose qui est en mouvement, on n'arriverait pas à rendre compte de ce que l'on observe avec ça. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui... Alors, c'est peut-être pas de la matière noire, on va en reparler peut-être un peu tout à l'heure, mais c'est quelque chose quand même qui ressemble au moins dans ces études. Alors, là, on fait un petit bond un petit peu plus tard. Première lumière, donc 1963, ces deux messieurs, Penzias et Wilson, sont recrutés par les laboratoires Bell. Les laboratoires Bell leur met à disposition cet objet étrange. Je trouve vraiment que ça ressemble à un gaffophone de Gaston Lagaffe, ou un truc comme ça, mais c'est vraiment complètement improbable. Et leur met à disposition cet objet qui est une antenne, et leur dit, bon ben voilà, essayez de voir ce que vous pouvez faire avec ça au niveau astrophysique. Servez-vous de cette antenne pour observer l'univers. Donc, ils essayent d'observer l'univers avec ça, ils orientent l'antenne dans tous les sens, ils font marcher, et là, ils se rendent compte qu'ils détectent un bruit de fond qui est uniforme, qui provient de toutes les directions de l'espace, et qui correspond en gros à une température de 3 Kelvin, 3 degrés au-dessus du zéro absolu. Alors, on parle de température, on prenait ça comme rayonnement peut être assimilé à une température, donc j'emploierais des mêmes mots, des mots différents pour désigner la même chose. Et ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent absolument pas d'où ça peut venir, pour eux c'est incompréhensible. Et pour vous donner le degré de désespoir dans lequel ils ont pu être plongés, c'est que la forme de l'objet là, était quand même propice à ce que les pigeons fassent leur nid devant. Et à un moment donné, ils se disent, c'est pas possible, ça doit venir de là, ça peut venir de là, peut-être ça modifie la géométrie de l'antenne, c'est pas idiot de penser ça. Et donc, ils ont flingué les pigeons, authentiques. Hein. À l'époque, on s'en embêtait pas tellement. Ils ont nettoyé, parce qu'évidemment, ils avaient fait pas mal de dégâts. Ils ont recommencé leurs mesures, et évidemment, c'était pas. Mais, et ça, je trouve que c'est intéressant au niveau de la façon dont la science progresse. C'est-à-dire, ils n'avaient aucune idée de ce que c'était, mais ils en ont parlé autour d'eux. Vous imaginez les discussions à la cantine, à la cafétéria, etc. Puis il y a quelqu'un qui leur a dit « Ah, mais j'ai assisté à un séminaire. » Alors à l'époque, il n'y avait pas Internet. Hein, vous voyez, les communications sont quand même compliquées. J'ai assisté à un séminaire et ces gens-là, Dick et Peebles, en fait, il y en a plein d'autres. Et l'histoire, en fait, il faudrait quasiment tout un séminaire pour creuser autour de ça. L'histoire est assez trouble, pas forcément très, très chouette. Mais les théoriciens, en fait, avaient fait l'hypothèse que s'il y avait un Big Bang, on devait observer un rayonnement relique. Et eux, quand ils ont eu connaissance de ça, ils ont dit, voilà l'explication de notre rayonnement qui provient de partout. On a détecté le rayonnement relique. Alors James Peebles et Robert Dick, ils ont fait un peu la tête au début parce que eux, ils étaient en train de monter une expérience, mais ils n'étaient pas encore arrivés au point de faire une mesure. Donc, ils ont été doublés par ces gens-là, qui ont eu le prix Nobel assez tôt, je ne sais plus dans quelle année, et James Peebles a dû l'avoir il y a 4-5 ans. Et donc, ils ont fait cette mesure. Alors, ce rayonnement, cette première lumière, en fait, elle provient, c'est d'une conséquence du Big Bang. Vous imaginez l'univers qui est en expansion, et au fur et à mesure que l'univers s'étend, sa densité diminue, sa température diminue, et toutes les interactions qu'il y a à l'intérieur de cette espèce de plasma, si vous voulez, cette espèce de magma, de matière et de rayonnement, en fait, quand le rayonnement commence à être émis par des atomes, il est immédiatement réabsorbé, donc l'univers est complètement opaque à ce moment-là. Eh bien, 380 000 ans après le Big Bang, l'univers s'est suffisamment refroidi et suffisamment dédensifié, enfin, c'est suffisamment dilué, pardon, pour que le rayonnement, la lumière, puisse se propager. Et ça se produit quasiment au même moment, partout dans l'univers. Donc, à 380 000 ans après le Big Bang, plouf, je ne sais pas si ça fait plouf, mais gros flash de lumière,
qui se propage dans l'univers, et c'est vraiment la première lumière, le premier rayonnement électromagnétique qui se propage dans l'univers. Vous ne pouvez pas voir plus loin. Et ce rayonnement, il a été mesuré précisément par le satellite COBE entre 1989 et 1993, qui a mesuré, donc ça, vous imaginez que c'est une carte de l'univers visible qui est projetée comme sur une map monde, comme on avait dans les salles de classe quand on était petit. Voilà. Chaque zone ici correspond à une mesure de température de l'univers. Donc, quand c'est bleu, c'est un peu plus froid. Quand c'est rouge, c'est un peu plus chaud. Et ce qu'ils se rendent compte, c'est que le rayonnement, déjà, la température, elle est extrêmement uniforme, à 2,73 Kelvin, très très précisément partout, avec des toutes petites fluctuations qui sont de l'ordre de 1 pour 100 000. C'est-à-dire que là, vous avez un truc bleu qui va être 1 millième de degré un peu plus froid, et là, vous avez un truc rouge qui va être 1 millième un peu plus chaud. Donc ça, c'est extrêmement homogène. Et le fait que ça soit homogène pour l'ensemble de l'univers visible, ça a une implication qui est très importante. Ça veut dire que il n'y a aucune raison, si vous voulez. Si l'univers, cette région-là et cette région-là, par exemple, de l'univers, si on suppose que le Big Bang et l'expansion de l'univers étaient uniformes, il n'y a aucune raison qu'elles aient été en communication l'une avec l'autre. Donc, il n'y a aucune raison que les températures s'égalisent. Et la seule explication, enfin l'explication la plus communément admise, c'est que très peu de temps après le Big Bang, il y a eu une période qu'on a appelée inflation cosmique, où l'univers a grossi dans des proportions absolument colossales pendant un temps très court. Et ça, si vous voulez, ça a permis d'homogénéiser la température de l'univers. Donc voilà. Mais vous voyez, il y a quand même des petites fluctuations, et ça, vous allez voir que c'est important pour la suite. Alors maintenant, on va mesurer, gardez le schéma de tout à l'heure, le schéma précédent en tête. On va passer à une autre échelle, c'est-à-dire on va essayer de mesurer l'univers à très grande échelle. Jusqu'à présent, je vous ai expliqué, chandelles standards, on avait les céphéides. Alors les céphéides, ça va bien pour les galaxies qui sont relativement proches de nous, mais assez rapidement, les étoiles sont trop faibles et on n'arrive pas à identifier des céphéides dans des galaxies lointaines. Donc, il faut utiliser une autre chandelle standard. Et pour ça, eh bien, on va utiliser des supernovas. Alors, c'est des supernovas d'un type particulier qu'on appelle des supernovas de type 1A. Alors, une supernova, vous voyez une image ici. Ça, c'est une galaxie qui est relativement proche et puis en plus qui est assez esthétique, qui s'appelle M101. Et là, vous voyez que tout d'un coup, alors ça ne clignote pas comme ça, hein, ça c'est parce que ça se répète évidemment, hein, mais à un moment donné, on observe cette galaxie, puis pof, on voit une nouvelle étoile qui apparaît. Alors, rendez-vous compte que là, c'est une seule étoile qui explose et qui a quasiment la même luminosité que le cœur de la galaxie, où il y a des milliards d'étoiles. Donc cette luminosité extrême, ça permet de voir des supernovas qui sont très très lointaines. Et pour un certain type de supernova, on pense que l'on connaît bien les mécanismes de formation, donc on est capable d'avoir une estimation précise de la luminosité de la supernova si on était le nez collé dessus. Donc la luminosité intrinsèque de la supernova, on mesure la luminosité apparente de la supernova à distance, on compare les deux, on a une distance. Et donc la luminosité va nous donner la distance, le décalage vers le rouge de la galaxie qui abrite la supernova va nous donner une information sur la géométrie de l'expansion de l'univers, et en comparant les deux, on arrive à faire des mesures cosmologiques. Et en 1998, alors ça n'a pas été une surprise totale, mais enfin quand même, l'idée générale, c'était que l'expansion de l'univers, le taux d'expansion de l'univers avait tendance à diminuer. Et en fait, ce qu'ils observent, c'est exactement l'inverse. Ils se rendent compte que l'expansion de l'univers accélère depuis environ 6 milliards d'années. Donc ça date de 1998, et c'est ce qui a donné lieu à la mise en évidence de ce qu'on appelle l'énergie noire. Alors, ne vous méprenez pas, hein. Le terme de noir derrière, c'est une façon de mettre un tapis sur notre méconnaissance des choses. Ça veut dire qu'il y a un truc, quelque part, qui fait que l'univers accélère, mais on ne sait absolument pas ce que c'est. Parce qu'on fait cette mesure, ce rapport entre la distance et le décalage vers le rouge pour plein de supernovas.
Donc, on regarde des supernovas proches, puis des supernovas très, très lointaines, et puis on trace la courbe, et on se rend compte que le point de changement, le point d'inflexion, il se situe aux alentours de 6 milliards d'années. Ouais. Ça veut dire qu'avant, il a accéléré moins vite. Ouais. Mais il a accéléré quand même. Et en gros, on a traversé en gros 3 grandes époques dans l'évolution de l'univers. Une époque où l'univers il est dominé par ce qu'on appelle le rayonnement. Ensuite, il est passé par un univers qui était dominé par la matière noire et matière ordinaire. Et depuis les 6 derniers milliards d'années, on est passé dans une époque qui est dominée par l'énergie. Et ça a quand même été, c'est un très très gros bouleversement dans notre conception. Alors, en fait, quand on regarde des publications d'avant, on se rend compte que quand les gens ont vu cette carte-là, ils avaient déjà des doutes. Vous allez dire, ça saute pas aux yeux. Croyez-moi, ils avaient des doutes. Voilà. Alors, suite à ça, il y a eu une remesure du rayonnement de fond cosmologique, donc exactement comme Kobe, mais ça a été fait d'abord avec WMAP et ensuite encore mieux avec le satellite Planck de 2009 à 2013. Là, vous voyez, on se rapproche, c'est 2013, hein, c'est il y a 11 ans. C'est vraiment la science moderne, disons. On a refait une carte du rayonnement de fond cosmologique avec une encore plus grande précision. Et à partir de l'analyse de cette carte, et en particulier en analysant les corrélations entre tous ces petits points qui sont ici à différentes échelles, on arrive à en déduire un contenu en énergie de l'univers. Ce contenu en énergie de l'univers, il est assez perturbant. C'est-à-dire qu'on a 5%, c'est la matière ordinaire, donc la matière qui nous entoure, moi, etc. 25%, c'est de la matière noire, donc qui est là, on en voit les effets, mais on ne sait pas du tout ce que c'est. Et puis 70%, c'est de l'énergie noire, donc on a encore moins d'idées de ce que ça peut être. Donc vous voyez, vous avez bien fait d'être venu. Vous repartez, vous savez plus qu'avant. Donc voilà ce qu'on déduit du rayonnement de fond cosmologique. Donc ben voilà, là on a tous nos ingrédients. Maintenant on est capable à partir de là, de construire une théorie cosmologique, une évolution de l'univers, avec mettre tout ça en équation. Et on peut reconstruire une histoire de l'univers. Alors bon, le schéma, il n'est pas extraordinaire parce que on a l'impression que l'univers, il est borné. Imaginez que c'est pas un entonnoir comme ça, mais que c'est un truc qui est infini. Hein. Eh bien, on démarre avec un Big Bang. Alors là, c'est pareil, on met un peu le tapis sur notre méconnaissance. L'instant initial du Big Bang, on ne sait pas ce que c'est. On dit, bon, il y a eu des fluctuations quantiques. Bon, ok. Il y a des gens qui travaillent d'arrache-pied pour essayer de comprendre ça, pour essayer de mettre tout ça en équation et pour faire des théories quantiques de la gravitation. Mais pour l'instant, c'est pas prêt et on n'a pas de théorie quantique de la gravitation. Donc l'instant initial, on ne sait pas. Ensuite, c'est suivi par une période d'inflation cosmique. Donc là, l'univers qui entre dans une phase de augmente sa taille de manière totalement incroyable, totalement exponentielle, en un temps extrêmement court. Ensuite, l'univers évolue tranquillement, donc on est un univers extrêmement chaud, extrêmement dense. Le rayonnement est réabsorbé par toute la matière qui est contenue dans l'univers à ce moment-là. Et 380 000 ans après le Big Bang, pouf, première lumière. Et cette première lumière continue de nous arriver. On est capable de l'analyser et de faire tout un tas de mesures sur l'état initial de l'univers, mais 380 000 ans après le Big Bang, c'est quand même quelque chose d'assez fantastique. Après, il ne se passe pas grand-chose. C'est-à-dire que l'univers est neutre, la lumière se propage tranquillement dedans, mais on ne voit rien de particulier. Il n'y a pas d'étoiles, il n'y a pas de galaxies à ce moment-là. Jusqu'au moment où, sous l'effet de la gravitation, donc la matière noire qui va avoir tendance à accréter la matière qui est autour d'elle, l'énergie noire qui va avoir tendance à repousser la matière, plus l'expansion de l'univers, tout ça, toutes petites fluctuations qu'on avait au départ, toutes petites fluctuations qu'on retrouve dans la carte du fond cosmologique qui est ici, toutes ces petites fluctuations vont donner lieu à des accumulations de matière
Et à un moment donné, ces accumulations de matière vont devenir suffisamment denses, suffisamment chaudes pour que les premières étoiles et les premières galaxies commencent à s'accumuler. Donc là, ça va être les premières populations de galaxies. Alors ça, jusqu'à récemment, c'était quelque chose de très peu connu. Et le James Webb Telescope, le JWST, actuellement est en train d'observer cette période-là. Et là, on va certainement avoir plein de surprises parce que c'est vraiment quelque chose que l'on connaît très très mal. Donc les premières galaxies, les premières étoiles, les premières galaxies apparaissent. Et puis l'univers, il vit sa vie. L'expansion continue tranquillement. Et la matière continue de se structurer. C'est-à-dire les petites fluctuations ont donné lieu à des grosses accumulations de matière. La matière se structure pour arriver finalement à l'univers tel qu'on connaît, avec les galaxies, avec les étoiles, etc., ce que vous pouvez voir dans un télescope, même dans le jardin. Donc on a notre théorie sur 13,8 milliards d'années. Et depuis, donc on sait aussi, avec la découverte de l'énergie noire, depuis 6 milliards d'années, on a une accélération de l'expansion de l'univers. Donc là, on a une théorie qui tient la route. Et ça marche pas mal. Ça marche pas mal. C'est-à-dire que si vous prenez les conditions initiales qui sont données par cette carte-là, vous appliquez votre modèle mathématique. Je te donne la parole, Vincent, juste après. Ah, pardon. Ouais, je vous donne la parole tout de suite. Si vous appliquez ces conditions initiales plus le modèle mathématique que vous avez construit, eh ben vous avez quelque chose qui marche quand même pas mal, parce qu'on arrive à faire des simulations, et ces simulations, vous partez des conditions initiales, vous faites évoluer l'univers, et vous obtenez un univers qui ressemble sacrément au nôtre. À peu de choses près. Sans savoir ce que c'est que l'énergie noire et la matière noire. D'où la puissance des mathématiques. Oui, votre question ? Absolument. Ça, c'est un autre. Ça, je n'en parle pas dans la conférence, mais ça, c'est un autre mystère qui est plus lié à la physique des particules, donc un changement de cascade physicien des particules, pour comprendre pourquoi l'antimatière a disparu au profit de la matière. Bon, ça, c'est quelque chose de très important pour l'évolution de l'univers, évidemment. Hein. Si on était dans un univers de matière et d'antimatière, ça se passerait très mal. Mais on n'a pas besoin de ces ingrédients-là pour mettre dans le modèle cosmologique. Donc, on peut faire des simulations, et quand on fait ces simulations-là, je vais vous montrer ce que ça donne, on peut partir d'un univers qui est extrêmement... Arrête, je vais vous le repasser après. Donc ça, c'est une simulation. On met des particules de matière, et puis on fait évoluer avec les boîtes, avec la théorie cosmologique que l'on a, et on fait évoluer, et puis on voit la matière qui va s'organiser le long de filaments. Alors, chaque point ici est une galaxie, si vous voulez. Les galaxies vont s'organiser le long de filaments, et à la jonction des filaments, on va voir apparaître des amas de galaxies. Et ça, on arrive très bien à le simuler. Alors, vous voyez, on part d'un univers qui est très homogène au départ. Vous voyez, très très homogène, juste des petites fluctuations. Et puis, au fur et à mesure que l'univers évolue, selon les lois de la cosmologie, eh bien, on voit l'univers qui se structure avec cette espèce de forme de toile cosmique. Ça se simule très très bien. Vous voyez, les amas de galaxies, et puis après, cette grosse accumulation de masse ici va attirer d'autres masses, et tout l'univers va se structurer comme ça. Alors là, vous allez dire, qu'est-ce qui vous prouve que ça se passe vraiment comme ça? Eh bien, ça se mesure, ça se voit, on l'a vu. Ça a été fait par ce télescope qui s'appelle le Sloan Digital Sky Survey, SDSS. Et ce télescope a une caméra numérique de 125 millions de pixels, est équipé d'un spectrographe et a mesuré 1,5 million de galaxies. Vous voyez, c'est de 2009 à 2014, gros boulot. Et ils ont fait cette carte. Donc ici, vous avez une espèce de projection. Alors pourquoi on ne voit pas là? C'est simplement parce que là, il y a notre galaxie qui masque, notre propre galaxie. Donc on a éliminé cette partie-là. Le restant, c'est une projection du ciel. Chaque point, c'est une galaxie. Et au fur et à mesure qu'on s'éloigne, si vous voulez, nous, on est ici, et plus on s'éloigne du centre, et plus on va vers des décalages vers le rouge élevé, donc des distances élevées. Et vous voyez cette structuration
en toile, de ce qu'on appelle la toile cosmique, espèce de toile d'araignée, cette structuration-là, eh bien, on la voit. Et ça ressemble fortement à ce qu'on arrive à simuler à partir des équations que l'on a établies à partir de notre théorie. Alors après, bon, maintenant, on a quand même un problème. Il faut maintenant comprendre la matière bien démontrer la validité de modèles alternatifs. Peut-être que matière noire, énergie noire, tout ça n'existe pas. Peut-être qu'il faut complètement revoir notre conception de l'univers et inventer quelque chose qui ressemble aux effets de la matière noire et de l'énergie noire, mais qui ne sont pas forcément de la matière noire et de l'énergie. Donc la matière noire, elle va peut-être être mise en évidence et caractérisée expérimentalement sur les accélérateurs de particules, comme au CERN par exemple. On peut imaginer que si la matière noire est sous forme de particules, on va arriver à créer ces particules, à les mettre en évidence et les caractériser. On la cherche aussi de manière directe dans les détecteurs souterrains. Quand vous allez en Italie, vous prenez le tunnel de Modane, vous ferez attention la prochaine fois, vous verrez qu'on va vers l'Italie, vous regardez sur la gauche à peu près à 6 km en plein milieu du tunnel, vous avez une grande porte. Derrière cette porte, il y a un laboratoire souterrain, donc qui est à 1700 mètres sous la roche pour se protéger du rayonnement cosmique naturel et qui essaye de mettre en évidence la matière noire en supposant que de temps en temps, s'il y a une particule de matière noire qui bulle directement un noyau d'atome, celui-ci va reculer un tout petit peu. Et le but de ces expériences-là est de mettre en évidence ce recul de noyau. C'est extrêmement difficile. Et puis, on cherche aussi à la mettre en évidence de manière indirecte. Par exemple, vous avez peut-être vu dans Utopia, vous avez peut-être parlé de CTA, le Cherenkov Telescope Array. Des expériences comme celle-ci, par exemple, peuvent éventuellement mettre en évidence des effets indirects de la matière noire qui pourraient être autant d'éléments supplémentaires qu'on va mettre dans la théorie pour comprendre ce que c'est. Et puis pour l'énergie noire, là on est vraiment dans le brouillard, mais on pense que la clé va se trouver dans des mesures globales de l'univers visible. Et vous avez vu, là, je vous ai parlé donc de différentes échelles. Là, le but des projets futurs, c'est vraiment de passer à une échelle encore plus grande et on veut tout mesurer. Tout ce qu'on peut mesurer, on va le mesurer et on va essayer de faire une cartographie globale pour voir comment cette toile cosmique s'est structurée au cours du temps. Et ça, c'est le projet sur lequel le laboratoire travaille. Je travaille en particulier moi aussi sur ce projet-là. C'est l'observatoire Vera-Rubin. Donc, Vera-Rubin, vous vous rappelez, matière noire, vitesse de rotation des galaxies dans les années 70. Donc c'est pour lui rendre hommage, parce qu'il faut quand même bien se rendre compte qu'il y a beaucoup de femmes dans l'histoire de l'astrophysique et de la cosmologie. Il n'y en a pas beaucoup dont on connaît le nom, encore moins qui ont eu des prix Nobel ou autres. Donc c'est une façon de lui rendre hommage. Ce télescope est en cours de construction et est quasi fini. Au Chili, près de La Serena, ici, dans la cordillère des Andes, de manière à être dans des conditions d'observation optimales au niveau de la stabilité de l'atmosphère, notamment. Il est composé d'un miroir de 8,40 m de diamètre, une caméra numérique de 3,2 milliards de pixels. Je ne sais pas si vous réalisez 3,2 milliards de pixels. Et on lit tout, c'est-à-dire il y a une électronique derrière qui est capable de mesurer les signaux qui proviennent de ces 3,2 milliards de pixels. Cette caméra, alors quand je dis caméra, vous pensez plutôt appareil photo numérique, a un champ de vue qui couvre 40 pleines lunes. C'est-à-dire vous faites une photo et vous avez une portion du ciel qui correspond à 40 fois la pleine lune. Et on va faire une photo du ciel toutes les 40 secondes, chaque nuit, pendant 10 ans. Donc on va photographier 20 milliards de galaxies. Alors 20 milliards de galaxies, on ne connaît pas bien le chiffre, mais c'est c'est quelques pourcents de l'ensemble des galaxies de l'univers visible. Vous voyez, on est quand même dans un domaine où quand je vous dis on va photographier tout, c'est pas tout à fait vrai, mais on est quand même vraiment dans le très grand. Et sur ces 20 milliards de galaxies, il y en a 3 milliards qu'on va mesurer extrêmement précisément leur décalage vers le rouge, leur position, et on va essayer de reconstruire cette fichue toile cosmique. Et cette fichue toile cosmique, on va la reconstruire à différentes distances dans l'univers, donc à différents temps. Donc on va avoir une photo de l'univers à un certain temps, une photo de l'univers à un autre temps, une photo de l'univers encore à un autre temps, et on va essayer de relier tout ça ensemble
pour améliorer notre conception de l'univers. Donc, cartographier l'univers en 3 dimensions, mesurer chaque galaxie avec une extrême précision. Et puis, en plus, comme on revient toutes les 3 nuits, on revient sur les mêmes zones du ciel, eh ben, on va en profiter pour mesurer tout ce qui change d'une nuit à l'autre. Et c'est quelque chose d'absolument gigantesque. On s'attend à détecter 10 millions de choses qui changent chaque nuit. Donc, il va falloir traiter. Je vous laisse imaginer le problème de traitement de données qui est là. Donc voilà. Oui. C'est phénoménal. Ouais. Alors là, on va un peu cocorico, c'est-à-dire que 40% de ces données vont être traitées en France, à Villeurbanne, dans un centre de calcul du CNRS. Et on va mettre les moyens de calcul et surtout les moyens de stockage, de manière à pouvoir collecter cette masse de données, pouvoir en faire quelque chose. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'avoir des images. Après, il faut analyser chacune des images, extraire les informations de chacune des galaxies, stocker tout ça dans des bases de données absolument gigantesques. On parle de bases de données qui vont faire 20 pétaoctets de données. C'est 20 pétaoctets de données, c'est 20 000 téraoctets. Donc, c'est vraiment quelque chose de colossal, plus tous les outils qui vont être mis à disposition pour pouvoir analyser et en tirer des informations scientifiques. Alors là, je termine sur cette image-là que j'aime bien parce que c'est une image qui n'a pas été prise par le Rubin Observatory, enfin par l'observatoire Rubin. C'est une image qui a été prise par un autre télescope, c'est le Subaru qui est à Hawaï, avec une caméra qui est plus petite, qui a moins de pixels que celle de Rubin, mais qui est quand même un peu dans le même ordre d'idée. Et ça, sur cette image-là, tous les points que vous voyez, c'est une galaxie. Et ça, c'est une zone absolument minuscule du ciel. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais imaginez, ça doit être à peu près grand comme le diamètre même pas de mon pouce. C'est absolument... pardon? Ah non, c'est moins de la pleine lune. Le pouce, c'est la pleine lune, on ne sait plus petit. Et donc, ça, c'est une toute petite région du ciel. L'observatoire Rubin va faire la même image pour l'ensemble du ciel visible depuis Chine. Donc, attendez-vous, là, dans les 10 prochaines années, à voir apparaître des images de l'univers absolument phénoménales, dans lesquelles on va pouvoir se balader. Et j'ai fini. Voilà, donc je prendrai...